Bien, bonjour puis bienvenue à cette causerie midi du Centre de recherche et de développement de l'éducation. Pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec le déroulement, il va y avoir d'abord une présentation de 20-30 minutes oui, de la part de Isiaka Ndoyoma-Bae, qui va nous parler du rôle des théories de l'apprentissage dans la formation des administrateurs scolaires. Et après la présentation, il y aura un échange une période d'échange avec les gens qui assistent, pour poser des questions, des bonnes questions musclées à M. Mbaye, puis il sera un plaisir de nous répondre. Typiquement, ça se termine environ vers 1 heure, mais s'il y a des gens qui veulent rester, ils peuvent toujours continuer à discuter avec le présentateur. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Isiaka. Okay, merci beaucoup, M. Bourg. Comme l'a présenté mon professeur, au fait, je suis M. Sakanda Roma, je suis un doctorant en éducation, je travaille dans le cadre de la formation et du développement des compétences professionnelles des directions scolaires, sous la co-direction de M. Weber et M. Jean Labert. Donc, dans le cadre de mon étude approfondie, j'ai commencé à faire une réalisation des écrits sur la formation et le développement des compétences. Donc, j'ai constaté que pour parler de la formation, il faut aussi voir un peu les différentes théories de formation qui s'appliquent au niveau de l'apprentissage. À cela, il y a eu pas mal d'interrogations. Quand j'ai regardé aussi ces différentes théories et la façon dont on organise aussi les apprentissages, j'ai constaté qu'il y a eu un questionnement qui, peut-être, c'est la raison surtout pour laquelle j'ai essayé de faire cette présentation aujourd'hui pour échanger un peu avec vous par rapport à ce questionnement qui a surgi à partir de cette récension des écrits. Donc, en parlant des théories d'apprentissage, je vais passer brièvement un peu sur les différentes théories. Concernant le behaviorisme, dont les maîtres de fil, il y a eu M. Watson, M. Pavlov, M. Skinner. Donc, je vais parler aussi un peu du cognitivisme d'une façon vraiment claire, et puis du constructivisme, du socio-constructivisme. Donc, les différentes théories, on va essayer de les passer en revue pour voir un peu ce qui peut nous apporter dans le cadre de la formation des chefs d'établissement ou des directions scolaires sur le développement des compétences professionnelles. Lorsqu'on parle du behaviorisme, plus proche de l'anglais, mais ici on peut parler du comportementalisme dans le cadre francophone. Donc il s'agit d'une étude des comportements observables et mesurables. Donc les behavioristes considèrent la mémoire de la personne comme étant une boîte noire qui ne fait que recevoir des informations et transformer l'individu, et les apprentissages ou bien les acquisitions, on peut les constater à partir des actes observables et mesurables. Donc ici, comme on a dit, il s'agit d'une manifestation observable de la maîtrise d'une connaissance. Les connaissances seront évaluées à partir des observations. Donc les méthodes d'apprentissage que l'on applique beaucoup plus, donc se référant aux travaux de Skinner sur la machine à enseigner, mais aussi sur la façon d'organiser les apprentissages, donc on se réfère à la pédagogie par objectif. Donc c'est ça l'approche pédagogique qui est utilisée dans le cadre du behaviorisme. Et puis, en passant aussi par le cognitivisme, ici, il s'agit d'une étude du fonctionnement de l'intelligence, de l'origine de nos connaissances et des stratégies employées pour assimiler, retenir et réinvestir les connaissances. Donc les processus d'apprentissage font appel aux récepteurs sensoriels, aux diverses formes de la mémoire, à court et à long terme. C'est-à-dire que pour les cognitivistes, eux, ils disent que maintenant, nous ne sommes pas d'accord que la mémoire est une boîte noire, donc ils ont décidé d'ouvrir la boîte noire qui a été fermée par Watson pour voir ce qui se passe à l'intérieur de la mémoire. Donc, évidemment, la mémoire, elle est là, où elle traite des informations, à partir du traitement de ces informations-là, donc ils mais d'une façon structurée, en passant de la mémoire à court à la mémoire dans le terme, où on emmagasine des informations d'une façon structurée. Donc, pour le cognitiviste, l'apprenant, il reçoit des informations dans sa mémoire, il les traite, et il les emmagasine pour pouvoir les utiliser après, mais il ne s'agit pas d'une transformation directe qu'on peut directement voir à partir disons, de situations observables, comme ça a été dit par les behavioristes.
Donc, généralement ici, l'approche pédagogique qui est la plus utilisée, c'est le cours magistral qui fait qu'on a des connaissances, on les transmet et les apprenants, ils vont les recevoir pour les traiter. Donc, et puis les restituer après. Et puis, on est passé à partir... il y a eu aussi d'autres études par Piaget et consorts, ils disent que non seulement que l'individu il traite les informations, mais il y a aussi cette théorie qui fait l'étude des mécanismes et processus de la construction des connaissances. L'apprenant construit ses connaissances à partir de son expérience, de ce qu'il connaît déjà, qu'on appelle aussi la représentation ou bien le bagage de connaissances. Ici, c'est-à-dire ce que, selon les constructivistes, nous avons ici un apprenant qui contient effectivement une mémoire, mais qui n'est pas là seulement pour recevoir, mais il a aussi des représentations. C'est-à-dire qu'il a des connaissances qui sont dans sa mémoire, des outils qui sont là, qu'à un moment donné, il faudrait les utiliser. Donc c'est la raison pour laquelle on fait naître ce qu'on appelle une situation problème, pour voir ce que pense l'apprenant, qui va prendre des outils qui sont déjà dans sa mémoire, et puis prendre ces outils, les confronter avec les nouveaux outils qui lui sont donnés, et puis, former sa connaissance. Donc, autrement dit, l'apprenant va aussi contribuer à sa formation à partir de ce qu'il connaît déjà, à partir de ce qu'il a retenu, qu'on appelle sous forme de représentation ou forme de connaissances conceptuelles, ou bien, des préconceptions. Donc, ici, l'approche pédagogique qu'on utilise souvent, on jumelle que ce soit au niveau du cours magistral, parce qu'à un moment donné, on va fournir l'information pour qu'elle soit traitée, mais aussi l'approche par objectif, la pédagogie par objectif occupe aussi une position importante dans le cadre du constructivisme. Donc, après le constructivisme, on est passé aussi au socio-constructivisme. Donc, le socio-constructivisme, qui est l'étude de la dimension relationnelle dans la construction des connaissances, interaction sociale, échange, collaboration, c'est pour des mises en interactivité entre élèves et entre enseignants, et élèves aussi, que le savoir se construit. Donc, selon le concepteur de cette approche, notamment Vygotsky, qui a beaucoup travaillé, qui est le maître de fil du socio-constructivisme, donc lui, il dit que ce n'est pas parce que l'individu possède, disons, des informations ou qu'il peut aussi construire la connaissance, mais il faut aussi voir son environnement. Quand on parle de l'environnement dans le cadre de la formation, là on parle par exemple des autres étudiants, des autres élèves, des autres apprenants, donc c'est-à-dire les pairs, et qu'il faut qu'il y ait une collaboration parce qu'il y a ces interactions-là, les interactions sociales, les interactions de façon horizontale, c'est-à-dire entre élèves et élèves, ça contribue aussi à la formation de l'individu. Les interactions entre élèves, professeurs ou enseignants ou formateurs, ça participe aussi, ou bien ça a un impact important au niveau de la formation, de l'apprenant. Donc ce n'est pas parce qu'il connaît, il a déjà des connaissances, mais il faut aussi profiter des autres, c'est-à-dire que c'est une façon de travailler en collaboration pour pouvoir construire les connaissances. C'est à cela que la méthode pédagogique qui est la plus utilisée, eh bien c'est l'approche par compétence, sous forme de projet, sous forme de discussion ou de travaux de groupe que nous utilisons beaucoup plus souvent. Donc, en y voyant ces différentes théories, donc dans le cadre de la formation des chefs d'établissement, parce que moi, en tant que futur formateur des chefs d'établissement, je me suis posé des questions sur ça. Mais quel a été, comme je l'avais dit, mon objectif? Eh bien, mon objectif, c'est de voir comment est-ce qu'on va former les chefs d'établissement et développer leurs compétences. Donc, le développement des compétences professionnelles et direction scolaire. Là, nous voyons déjà le terme de compétences apparaît, qui doit d'abord, avant de se lancer dans la chose, qu'il faut bien comprendre. Donc, en regardant la littérature par rapport à la définition de cette compétence, je trouve qu'on lui donne vraiment beaucoup de sens. Donc, elle est définie mais de façon très équivoque. Parce qu'il y a certains qui la confondent avec, par exemple, de la capacité, d'autres avec de la performance, d'autres avec des habiletés, ou avec des attitudes. Donc, je trouvais vraiment une variété de sens qui est collée à cette notion de compétence.
Donc, mais du moins, j'ai retenu celle qui a été donnée par le ministre de l'Éducation du Québec par rapport à la conception du programme de formation. Donc, celle qui a été donnée ici, parce que j'ai constaté qu'il a regroupé quand même certains outils que je trouvais dans différentes définitions. Donc, la compétence ici a été définie comme étant un savoir-agir fondé sur la mobilisation et l'utilisation d'un ensemble de ressources. Quand on parle de ressources ici, on parle de ressources comme étant les savoirs savants, les savoir-être, les savoir-faire. Ce sont les grosses ressources dont on parle ici pour pouvoir développer une compétence. À cela, puisque le monde actuel, notamment les pressions de l'entreprise, les pressions des usines, les pressions politiques aussi, on a besoin à des personnes compétentes qui sont capables de faire face à des situations complexes dans la situation actuelle. Et donc, on a fait recours à la compétence, à des personnes compétentes. Donc, raison pour laquelle on a critiqué la pédagogie par objectif, donc, pour pouvoir passer à la compétence. Donc, on a relevé certaines limites de cette approche. Par exemple, l'observation obligatoire des résultats, c'est-à-dire que pour la pédagogie par objectif, donc eux, ils veulent à tout prix, comme nous l'avons dit, voir les résultats d'apprentissage sous forme de situations observables. Donc, ça, c'est considéré comme étant une limite pour pouvoir passer à une autre approche. Il y a aussi la décontextualisation, c'est-à-dire qu'on n'était pas compte de la situation au moment des apprentissages en pédagogie par objectif. Donc, parmi les limites qui sont relevées, il y a aussi les découpages trop poussés des unités d'apprentissage se référant au taylorisme. Donc, ici aussi, avec tous ces phénomènes-là, ça fait que et d'autres, bien sûr, ça fait que la pédagogie par objectif a été jugée quand même un peu limitée, avec, disons, des insuffisances. Donc, ce qui fait que pour avoir des personnes compétentes, il faut développer une autre approche qui est donc l'approche par compétence. Eh bien, l'approche par compétence qui ici, normalement, quand on est dans la pédagogie par objectif, dans un cadre de formation ou à la fin de la formation, dont j'appelle ici le profil de sortie, donc c'est pour répondre à un objectif général. Donc, un objectif général, et par la suite, il a un objectif, disons, spécifique, opérationnel, qui s'en viennent. Mais ça, dans le cadre de la pédagogie par objectif. Mais cela, par rapport à cette nouvelle approche de l'APC, on dit que maintenant, on a ce qu'on appelle l'objectif terminal d'intégration, qui est, disons, le profil de sortie dans le cadre de l'APC. C'est cela ce qui amène disons, les concepteurs de programmes à rédiger, disons, à élaborer des programmes de formation sous forme d'APC se référant au socio-constructivisme. Donc ici, mon questionnement, à partir de ce que j'ai lu, mon questionnement se trouve ici, parce que entre objectifs à atteindre et compétences à acquérir, j'ai trouvé déjà une incohérence. Ça me demande, moi je me demande ici, parce que quand on est dans la PPO, l'objectif par objectif, dans la pédagogie par objectif, donc lorsqu'on parle d'objectifs à atteindre, et donc ici, on parle par exemple que l'apprenant doit être capable de. Donc ici dans l'APC, on dit qu'il doit être compétent. Donc, je me suis trouvé déjà je vis que comme il y a une incohérence qui est dedans par rapport à ces deux théories, à la pédagogie par objectif et l'APC, ces incohérences-là, ça me laisse vraiment, ça laisse aussi disons, j'ai besoin parce que ça soit bien signifié, parce que je trouve qu'il y a des équivoques qui sont dedans. Donc cela veut dire, quand on dit que l'apprenant doit être capable de, ou bien doit être compétent, comme si, en étant capable, là, on développe une capacité de faire quelque chose. Donc, en étant compétent, on développe aussi une capacité de faire aussi quelque chose. Donc, la compétence, la capacité, les habiletés, les performances, déjà, je me trouve, j'étais un peu perdu avec ça. Donc, je demande à ce que, peut-être, il faudrait aussi pousser la réflexion, pousser la lecture, pousser la recherche pour pouvoir différencier tellement
cette théorie de, disons, de compétences et de comportements observables qui se manifestent par le fait d'être capable de. Donc, maintenant, on regarde aussi au niveau des évaluations. Nous parlons que la PC doit contextualiser les apprentissages. Mais, dans le cadre des évaluations, mais est-ce que c'est vrai qu'on a pu contextualiser les évaluations en les contextualisant? Parce que, ici, les évaluations que nous faisons habituellement, après avoir donné, disons, une formation, on fait on fait recours aux évaluations, que ce soit diagnostiques, formatives, sommatives. Donc, mais je me demande où est vraiment la différence significative entre les évaluations en APC et les évaluations en PPO. Donc, ce qui fait que aussi, je trouve qu'il y a aussi des incohérences qu'il faudrait aussi clarifier. C'est cela qui me dit que, est-ce qu'avec l'APC, donc est-ce que vraiment on peut faire une table rase de la PPO considérant la situation actuelle de la façon dont nous menons les apprentissages. Donc, et si on se réfère aussi à l'APC. Donc, c'est comme si je trouvais comme il y a une guerre de paradigme qui se fait à l'intérieur entre la PPO et l'APC, entre la capacité, c'est-à-dire entre le fait d'être capable de et d'être compétent. Donc, est-ce que aussi la compétence, c'est un concept, disons, et qui représente un monopole de l'approche par compétence, ou est-ce qu'en PPO, on développe aussi des compétences? Donc, c'est à cela que j'ai dit, ben, ça serait important que je trouve aussi des gens pour échanger un peu par rapport à ce questionnement qui se trouve dans les différentes théories d'apprentissage, leur application dans la formation, beaucoup plus dans la formation des directeurs d'école, qui est donc mon domaine, et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On va maintenant ouvrir à la discussion. Moi, je vais me déplacer pour ne pas avoir des gens dans mon dos pour pouvoir les voir si jamais ils lèvent la main. Donc, s'il y en a qui ont des questions, des commentaires, qui veulent échanger avec Isiaka, c'est le moment. Vous levez la main, moi je vais prendre en note les gens qui veulent intervenir. Peut-être briser la glace un peu. Avant de parler là, du flou conceptuel entre la PPO et l'APC, avez-vous tenté de faire des parallèles entre les 4 approches pédagogiques puis certaines approches en leadership, comme justement la gestion par objectif de Drucker? Blake et Mouton a élaboré une grille aussi avec différents styles de leadership, comme le style autoritaire, le style participatif. Est-ce que vous pouvez faire des liens, par exemple, entre le style autoritaire et le behaviorisme, ou le style participatif avec la GPO? Avez-vous commencé à essayer des liens? Oui, au fait, effectivement, si je regarde bien, parce que au niveau disons de ces liaisons qui peuvent exister entre le leadership et ces différentes théories, j'ai beaucoup travaillé sur le leadership, mais aussi j'ai regardé beaucoup plus dans le cadre du behaviorisme. Parce que quand j'ai regardé aussi, c'est à cela où j'ai eu ces différentes questions. Parce que le behaviorisme, normalement, le fait de découper les apprentissages, normalement, par exemple, si nous nous référons à la taxonomie de Bloom, passer de la compréhension à la connaissance, à l'application, à l'analyse, etc., jusqu'à l'évaluation. Donc, je trouve que dans le cas de leadership, un leader qui arrive vraiment à maîtriser ces différentes façons de faire, donc, mais il se trouve qu'il est beaucoup plus efficace, il est beaucoup plus influent, il arrive quand même à mener son équipe, ce qui donne aussi des résultats palpables. Donc, j'ai trouvé qu'avec cela, un leader, il a quand même des orientations, il a des visées, il a, disons, une façon, des outils qui lui permettent aussi d'agir et de pouvoir manifester son leadership en fonction de tout. Et beaucoup plus dans le milieu scolaire. Bon, en parlant de l'APC, là on est dans le cadre du socio-constructivisme proprement dit. Donc ici aussi,
Effectivement, parce que en voulant développer aussi des compétences, donc lorsqu'on se réfère par exemple, comme je l'avais dit, à l'objectif terminal d'intégration qui est, disons, le profil de sortie, donc effectivement, je trouve que le leadership, il peut aussi ramener, lorsque un directeur d'école il agit en ce sens-là, il y a effectivement et d'ailleurs c'est le plus approprié, effectivement, des chefs d'établissement qui arrivent, ou disons des directeurs d'école, qui arrivent à amener ses collaborateurs à pouvoir développer des compétences dans le cadre de l'enseignement, en les assistant sous forme dans un cadre socio-constructiviste. Parce que maintenant, dans les milieux scolaires, il y a pas mal d'échanges, il y a pas mal ici, il y a pas mal, disons, de règles formelles qui font que les enseignants, les chefs d'établissement, disons, les directeurs et les directeurs adjoints, il y a une forte collaboration qui fait référence à ce socio-constructivisme et qui fait référence aussi au leadership. À travers tes lectures, est-ce que tu as pu faire une différence en termes d'impact de ces approches sur la formation du personnel enseignant et de la direction d'école en termes d'impact? En termes d'impact, par rapport à au niveau de la formation, est-ce qu'il y a une différence entre... Oui, bon, ok, j'ai compris la question. Donc, est-ce qu'il y a une différence? Effectivement. Normalement, parler de la formation, on se réfère d'abord à un programme de formation, à un curriculum. Donc, quand on se réfère aux programmes de formation qui sont établis, je trouvais que les programmes de formation qui sont établis, on l'établit sous forme de développement des compétences à développer. Mais lorsqu'on regarde la mise en œuvre, on trouve que le formateur, lui, il est toujours confus. Donc, pour utiliser cette formation-là, il fait toujours référence à la PPO. À la PPO pour pouvoir amener. Donc, mais cela n'empêche qu'il y a quand même des résultats parce que non seulement qu'on peut les ressentir avec, directement en menant, disons, bon, chez nous on parle des inspections, mais ici peut-être que ces inspections ne se font pas, mais en menant des inspections, on a constaté qu'effectivement dans les directions scolaires où il y a des formations qui se font dans ce sens-là, ça a un impact positif par rapport à l'évolution des écoles. Donc en fait, je dirais, bien que il y a cette confusion de théorie, à mon avis, de théorie ou bien d'approche entre PPO et APC, mais les programmes qui sont établis, la façon aussi de les utiliser, et ça donne quand même des résultats positifs par rapport au développement des écoles. Oui. J'aimerais poursuivre après ça je donnerai la parole à Takan. Je voudrais poursuivre sur la question en fait de la mine, dans le sens que il y a eu un moment donné, on dirait que ça a été, il y a eu un moment charnière où on est passé de la pédagogie par objectif à l'approche par compétence, et ça a correspondu avec ce qu'on a appelé les réformes socio-constructivistes. Ça a été dans les milieux scolaires aussi. On a vu, ça a commencé dans le canton de Genève, ça s'est rendu au Québec, c'est rendu un peu partout. Puis, ma question, moi, par rapport à ça, c'est de regarder, vous avez fait un commentaire très important quand vous avez dit, on a changé l'étiquette, finalement. Maintenant, ça s'appelle une approche par compétence. Par contre, les enseignants, les gens qui sont chargés de la mettre en œuvre, le niveau de fidélité à cette nouvelle approche-là est très variable. Il y a des gens qui enseignent encore selon une pédagogie par objectif, qui n'ont pas nécessairement modifié leur approche pédagogique. Mais derrière ça, puis c'est là que je rejoins la question de la mine, au-delà des témoignages anecdotiques, je dirais, de personnes qui ont vraiment adhérer à cette approche-là, puis qui sont prêts à jurer que dans leur classe ou dans leur école, ça a fait une différence importante. Est-ce que dans vos lectures, vous avez pu recenser des études empiriques
qui ont démontré effectivement des résultats supérieurs de cette réforme-là, de cette approche par compétence, au niveau, par exemple, de la formation elle-même, de la compétence des personnes formées. Au-delà de l'anecdote, mais bon, avec où il y a vraiment un devis qui permet de comparer les deux côte à côte et de dire, toutes choses étant égales par ailleurs, les gens formés dans une approche par compétence en ressortent plus compétents, plus professionnels, etc., que des gens qui sont formés dans la pédagogie par objectif. Est-ce que ça existe, ces études-là? Ok. Donc, par rapport aux lectures que j'ai faites, aux recherches que j'ai faites sur ces deux approches, dans leur application en milieu scolaire, et puis voir les résultats. Donc, en fait, je constatais, ou j'ai trouvé dans ces différentes lectures, que par exemple, ce qu'on trouve beaucoup plus, ce sont les conceptions de programmes. Maintenant, leur application, les études qui sont menées dans leur application sur le terrain pour voir effectivement l'impact de l'approche par compétence et de la PPO. Donc, très sincèrement, je n'ai pas trouvé une étude qui est allée dans ce sens-là. Peut-être les raisons sont nombreuses. Ça, c'est une analyse personnelle qui n'engage que moi. Donc, peut-être que les raisons sont personnelles parce que, normalement, quand on regarde les programmes tels qu'ils sont établis, et même déjà on voit les confusions. Parce qu'on voit par exemple, on établit un programme selon l'approche par compétences à développer, mais quand on regarde les compétences à développer, on a l'idée comme si on se retrouve dans ce qu'on appelle par exemple l'objectif spécifique 1, l'objectif opérationnel, donc compétence 1, sous-compétence. Donc, alors à cela, ceux qui ont censé les mettre en œuvre dans les classes, donc peut-être, comme je l'avais dit, c'est personnel, peut-être qu'ils ne voient pas vraiment la différence entre les anciennes pratiques et les pratiques actuelles. Donc ce qui fait que, avant de se prononcer, il faudrait être sûr qu'il y a eu un endroit où on a vraiment appliqué l'APC telle qu'elle devrait être appliquée, et puis un endroit voir où on utilise la PPO, et puis voir l'impact. Mais en ce moment-ci, je n'ai pas trouvé une étude qui est allée dans ce sens-là. Je ne crois pas qu'elles existent non plus. Puis vous l'avez dit, ce que ça demande, c'est non seulement un devis qui permet d'étudier une relation causale, mais en plus une évaluation de la fidélité de l'intervention pour que le chercheur puisse dire, ben, effectivement, ce que j'observe ici, c'est vraiment une approche par compétence. J'ai une liste de critères, j'ai une grille d'observation, et c'est vraiment ce qu'ils font, c'est pas tout le dire. Il y avait Takam qui voulait intervenir. Oui, ma question va un tout petit peu porter sur deux volets. Le premier volet, c'est est-ce que tu as essayé d'étudier un tout petit peu l'adéquation de cette approche par compétence avec les systèmes éducatifs africains dans lesquels ils doivent être importés? Ça, c'est la première question, parce que en réalité, c'est aujourd'hui presque un effet de mode où la plupart des systèmes éducatifs africains sont justement en train d'implémenter cette approche par compétence. À l'heure actuelle, dans mon propre pays, c'est le cas. Il se pose un problème d'adéquation, justement. Et la deuxième question, c'est tout à l'heure, tu as dit que tu constatais que les enseignants continuaient à utiliser, à faire comme si c'était la pédagogie par objectif. Est-ce que tu as essayé de comprendre pourquoi il y a cette insistance à vouloir appliquer ce qu'on tend à vouloir changer? Ok, merci. Donc, d'abord, une précision, c'est que ce n'est pas une étude sur le terrain, ce n'est qu'une récession des écrits. Donc, ce qui fait que moi, je me suis référé aux écrits qui existent. Donc, à cela, si je parle par rapport à l'éducation de cette approche dans nos pays africains, comme tu l'as dit, en tout cas, l'approche elle est devenue universelle. Elle s'appliquait, elle a pris son origine aux États-Unis,
puis au Canada, et puis en Europe, et maintenant en Afrique, partout, comme tu l'as dit, dans votre pays, chez moi aussi, on applique l'approche par compétence. Donc, en fait, par rapport aux écrits, parce que là, je ne peux pas me référer dans une étude que j'ai faite alors que je ne l'ai pas faite, je sais pas si je vais la réaliser après, vu le questionnement qui surgit. Donc, mais par rapport aux écrits, au niveau africain, c'est comme si la PC a apporté des fruits. Parce que si vous regardez par exemple au niveau du Confémen, les écrits sur le Confémen, vous connaissez le Confémen. Donc le Confémen, c'est une conférence, disons que c'est une organisation pour les pays qui parlent, les pays francophones, le système éducatif des pays francophones. Donc les rapports des Confémen, ça démontre que la PC a apporté quand même certains éléments positifs par rapport au développement de nos systèmes éducatifs, parce que ça permet d'augmenter le taux de réussite. Et à cela, moi je vais me référer à un cas précis de mon pays. Si je parle de mon pays, par exemple, l'examen d'entrée en 6e, l'examen d'entrée en 6e pour bien comprendre, ça c'est le passage de la 6e année à la 7e année. Il y a un examen national qui s'organise, et cet examen-là s'organise sous forme d'APC. D'ailleurs, ça a été bien dit que les enseignants ont été, même les correcteurs, ils ont été formés spécialement comment corriger en APC. Bien, et à partir de cela, le résultat que nous avons eu, un résultat que nous n'avons jamais eu, parce que ça a touché dans les 80% de réussite. Alors que, habituellement, les résultats qu'on enregistre, c'est autour de 40-50%. Donc, mais avec cette formule-là, APC, on est arrivé à 80%. Donc maintenant, est-ce que c'est vrai l'APC a apporté? Parce que moi, quand je regarde les enseignants, la façon dont ils corrigeaient, par exemple, ici, on leur dit, il y a une confusion. Quand l'élève ou l'étudiant, ou l'élève, l'apprenant de classe du 6e par exemple, on lui dit d'écrire le mot nuance. En APC, comment on interprète l'APC? Dans l'APC, on dit que si l'enfant a pu écrire le mot nuance, tu as entendu le mot nuance, que peu importe les lettres qui sont là, mais si, disons, ça respecte ici le syllabe, donc ça c'est comme un mot qui est partiellement juste. Donc ce qui fait que, rare de trouver un enfant qui a eu une mauvaise note parce que on dit que tous les enfants sont compétents à telle chose. Lui, il est compétent à ceci, il est compétent à ceci, compétent à ceci, compétent à cela, et par cela. Donc, ils utilisent ce qu'on appelle la correction, la façon de corriger, donc par critères, qu'on appelle les évaluations critérielles. Mais, pour moi, ça a été biaisé parce que tellement on a corrigé des choses qui fait que, à un moment donné, on peut dire que ça n'a pas de sens. Mais du moins, il dit que c'est ce qu'on appelle une compétence. Donc l'enfant n'a pas pu, par exemple, écrire le mot en entier de façon correcte, mais puisqu'il a quand même écrit certains mots, donc il ne faut pas le pénaliser, parce que l'approche par compétence, il faut valoriser toute compétence. Donc voilà en fait comment on interprète celui-là dans le milieu scolaire, particulièrement au niveau primaire. Bien, par rapport à la deuxième question, si je ne me rappelle pas, si je me rappelle bien, c'est pourquoi les enseignants résistent toujours dans la PPO. C'était ça la question. Et comme je l'avais dit, moi à mon avis, je vais toujours revenir là-dessus parce qu'il faut le dire avec réserve. Il faut mener des études parce que c'est dans un domaine scientifique, mais à mon avis, c'est là le problème de la définition équivoque qui est là. C'est ça ce qui amène que les enseignants n'arrivent pas vraiment. Ils voient la différence en termes, par exemple, de rédaction, mais en termes de mise en œuvre, il y a peut-être une confusion. Donc, ce qui fait que probablement, ils persistent à l'ancienne méthode de PPO, tout en essayant de vouloir, disons, apporter, disons, des approches, disons, nouvelles par rapport à cela, mais de façon concrète, je trouve que c'est peut-être il y
mauvaise compréhension, une mauvaise appropriation de cet APC par rapport à la définition et par rapport à la mise en œuvre. Parce que non seulement qu'il faudrait que le programme est conçu en APC, mais il faut aussi voir, parce que l'APC c'est quoi? C'est beaucoup plus la contextualisation, c'est beaucoup plus la mise en situation, tu vois, pour développer des compétences. Mais est-ce que réellement cela, surtout dans nos pays africains, est-ce que vraiment c'est ça ce qui s'est fait? Est-ce qu'on les met en contexte? Est-ce qu'on les met en situation? Monsieur Takam, vous pouvez poursuivre, puis après l'année. D'accord. Bon, je ne sais pas, c'est un échange. Oui, ce sont des échanges. Oui. Alors, puisqu'on est en train de parler justement d'approche par les compétences, il me semble que les justificatifs officiels qui ont poussé à l'intégration de ces approches-là dans nos pays africains venaient du fait que l'on avait constaté que la plupart des élèves qui sortaient du système éducatif à un niveau donné n'étaient pas capables d'appliquer de manière pratique leurs connaissances dans la vie de tous les jours. Là, je crois que c'était un peu la problématique qui avait été... Et c'est ça la contextualisation. Oui, tout à fait. Alors, on a donc intégré cette nouvelle approche par les compétences en prétendant que ça devait permettre de corriger cette insuffisance qui avait été relevée. Qu'en réalité, on devait former des élèves qui, à la sortie, sont compétents, donc capables de mobiliser un ensemble de ressources données pour résoudre un problème dans une situation particulière. Ça, c'est ce qui avait été dit. Alors, je viens maintenant au point sensible de l'évaluation dans l'approche par les compétences. Est-ce que, compte tenu de la définition, des définitions couramment acceptées de l'APC aujourd'hui, est-ce que dans les contextes africains, tu penses qu'on peut évaluer de manière optimale les compétences des élèves, compte tenu des moyens qui sont ceux des systèmes éducatifs africains aujourd'hui? Oui. Bon, moi, tel que je compris l'APC, parce que ça c'est une façon de compréhension aussi, la question que vous me posez là, ce n'est pas seulement, disons, une difficulté au niveau des pays africains. Moi, je dirais même d'une façon générale. Parce que même, si nous prenons l'exemple concret, dans la formation universitaire dans les pays développés, par exemple ici à l'Université de Moncton, là où nous sommes pour être beaucoup plus concret. Donc, alors, nous formons disons, des enseignants, par exemple, mais pour les mettre en contexte, disons, les mettre en situation, c'est seulement le moment du stage, si je comprends très bien. Et ce moment du stage-là, ce n'est pas n'importe quel enseignant, si je comprends. Peut-être il y a un enseignant spécialisé qui va les suivre. Et pourtant, ils sont enseignés par pas mal d'enseignants. Mais comment moi, par exemple, je peux m'assurer que mon apprenant s'est approprié les outils que je lui ai donnés dans le cadre de l'approche par compétence. C'est-à-dire une façon de contextualiser ces apprentissages et pouvoir les évaluer. Donc, c'est à cela que je me dis que, est-ce que dans les évaluations telles que nous les pratiquons, est-ce que ça reflète vraiment le but de l'APC? De voir l'enfant, ou bien l'étudiant, ou bien l'élève, ou bien l'apprenant de manière générale, de voir ici il a développé des compétences qui lui permettent vraiment de faire face aux situations complexes de la société. Est-ce que moi, en tant que formateur, je m'assure que j'ai réalisé cette mission? Ou bien je lui donnais, disons, toute une panoplie des connaissances, comme on revient sur la fameuse PPO par exemple, et puis j'ai évalué, il a répondu positivement, mais est-ce que je m'assure que dans le contexte, disons, pratico-pratique, est-ce qu'il va répondre? Donc, à mon avis, ce n'est pas seulement un problème africain, c'est un problème qui est général, qu'on faudrait peut-être voir avec le concepteur de programme, une façon vraiment de pouvoir la mettre en œuvre. Parce que moi, c'est ça le grand souci, en tant que futur formateur, c'est ça, comment est-ce que je peux utiliser l'approche par compétence, pouvoir former des directeurs d'école qui seront vraiment compétents, que je peux m'assurer que l'APC a réussi, m'a servi de former des directeurs compétents. Puis
dire ça, mademoiselle? Dans le contexte africain, je pense que l'approche par compétence a fait des avancées significatives, surtout sur le plan tactique. Ça a permis de développer des programmes, ça a permis de former les enseignants par rapport à cette méthode. Mais sur le plan pédagogique, il y a des contraintes auxquelles nos décideurs n'avaient pas tenu compte en adoptant cette compétence-là et cette approche-là. D'abord, quand tu regardes dans les salles de classe, chez nous, je prends l'exemple de mon pays, il y a à peu près 100 et quelques. Le minimum, c'est 180 élèves par classe. 180 élèves par classe au secondaire. Et au primaire, c'est plus. Comment voulez-vous qu'on contextualise une approche comme telle? Tu ne peux même pas le faire travailler par groupe. Et l'approche par compétence exige à ce qu'on fasse travailler les élèves par groupe dans un contexte similaire. Parce qu'on se référence au socio-constructivisme. Voilà, c'est ça, il faut simuler. Mais simuler un processus d'apprentissage dans une classe de 200 élèves, c'est pas possible. Pour ceux qui avaient assisté à ma soutenance de maîtrise, j'ai représenté certaines classes, c'était pas possible. Et là, on était dans un contexte d'enseignement de l'oral. Et les enseignants, à travers mes recherches, les enseignants me disaient, oui, on comprend très bien, on veut que l'enfant applique cette méthode, mais avec 100 et quelques, comment veux-tu qu'on fasse parler tout un chacun? C'est pas possible. Donc, ce sont ces contraintes-là auxquelles on n'avait pas fait face, et on n'avait pas tenu compte avant d'adopter la méthode. Moi, dans mon pays, c'est ça. Et ça constitue vraiment un problème réel aujourd'hui. Parlez-en pas de notre ministre de l'Éducation, s'il vous plaît. La Guinée, dans quel pays? En Guinée. C'est la Guinée. En Guinée. Mademoiselle, désolé, je ne connais pas votre nom. Dany. Denise. Moi, je pense que les problèmes d'ajustement structurel des curriculums, c'est un problème global. Et moi, ma question est dans le sens de, devant les problèmes de standardisation et diversification des programmes d'études qui sont définis par les organismes internationaux, comment que les institutions nationales peuvent faire face à la formation des directions de l'école? Parce qu'en fait, ce sont eux les front-office de tous les processus d'intégration, d'implémentation de toute cette politique qui sont définies au niveau international. Ok, merci. Donc, au fait, lorsque tu parles effectivement de l'APC et puis au niveau des chefs d'établissement ou bien les directions scolaires qui sont les principaux acteurs de la mise en œuvre, parce que, comme on le dit dans le système éducatif, le directeur d'école, il est le représentant du ministère, il est l'encadreur pédagogique de proximité, donc c'est à lui de mettre en œuvre tout ce qui est décidé au niveau ministériel, au niveau de l'inspection, au niveau de la pédagogie. Donc, mais vous avez touché un peu sensible par rapport aux organisations internationales, à l'intervention des organisations internationales dans ce cadre-ci. Parce que, normalement, il y a pas mal de pays qui ne sont pas prêts à adopter l'APC. Parce que moi, je veux prendre mon exemple, l'exemple pays. L'APC, ça nécessite vraiment beaucoup de moyens. Parce qu'il faut qu'il y ait des outils. Mais nos pays sont très limités en ce sens-là. On n'a pas vraiment les outils nécessaires pour pouvoir faire face à la mise en œuvre d'une telle application. Quand, par exemple, nous parlons sur les ouvrages, donc les cahiers par exemple, pour les exercices pratiques, pour que, par exemple, l'enfant arrive à maîtriser cette notion de développement de compétences. Donc, mais on est limité à un certain nombre de moyens qui fait que la plupart du temps, on fait recours à des organisations internationales, notamment l'UNICEF, qui nous appuie. L'UNICEF va nous appuyer là-dessus. Mais l'UNICEF va nous appuyer durant, par exemple, un nombre d'années limité, par exemple, durant 5 ans. Parce que l'UNICEF, lui, il se consacre seulement pour l'enseignement de base, pour l'enseignement primaire dans le pays. Donc, ce qui fait que
Au niveau de l'enseignement, au niveau de l'enseignement primaire, l'UNICEF, en tant qu'organisation internationale chargée du développement de l'enfant, donc il va appuyer, il va apporter tout ce qui est nécessaire, moyens financiers, et moyens pédagogiques, etc., pour qu'il y ait quand même une mise en œuvre. Donc, il va assurer la formation des chefs d'établissement, des directeurs d'école, pour pouvoir agir. Mais le problème, c'est quoi? Une fois que le projet est fini, il n'y a plus de moyens. Donc, c'est comme si on n'a rien fait. Il n'y a plus, c'est pas du tout un phénomène pérenne. Donc, ça disparaît avec le projet. Donc, ce qui fait que si le directeur d'école il ne s'est pas vraiment approprié disons, l'approche durant la phase où il a quand même eu le financement, qu'il a pu développer des stratégies qui peuvent lui permettre d'assurer la continuité du projet ou de l'approche. Donc, effectivement, il y a des risques. Donc, les organisations internationales nous accompagnent, mais à un moment donné, on doit voler de nos propres ailes, et par conséquent, ça devient encore difficile. Donc, si vous revenez sur le terrain, si par exemple, l'UNICEF a décidé de revenir un jour pour évaluer, ben peut-être que malheureusement, il va contacter comme si rien n'a été fait, n'a jamais été fait. Parce qu'il trouve que le terrain est vide. Le terrain est vide. Donc, cela veut dire que les directions scolaires, c'est ça aussi notre rôle. Nous qui avons eu la chance vraiment de bénéficier, disons, des formations importantes de ce type, de pouvoir les sensibiliser et de pouvoir les accompagner. Et il ne faut pas toujours se référer, disons, à des organisations internationales ou bien à des moyens, disons, extérieurs qui, à un moment donné, on ne peut pas les avoir. Il faut aller avec les moyens de bord et surtout être beaucoup plus efficient. Donc, dans ce cas-là, on peut peut-être apporter des choses. Donc, mais nous, on a un grand intérêt à pouvoir travailler en étroite collaboration avec les directions scolaires. Et c'est vraiment de notre rôle. Donc, il ne faut pas laisser le terrain dans une organisation internationale pour le dire. Moi, je vais me donner la parole rapidement. Ensuite, je ne sais pas qui était le premier, mais disons Jean, parce que ça fait longtemps que tu as pu parler, puis après Jean Bon. Moi, il y a des éléments qui ont été soulevés par Denise, puis Lamine, puis Jean Bon sur des éléments structurels qui font que dans certains contextes africains, ça devient difficile, et ça pourrait expliquer en partie la résistance finalement des enseignants à l'application d'une approche soit socio-constructiviste ou une approche par compétence. Moi, je voudrais proposer une autre explication qui se cumulerait finalement aux explications qui ont été données ici dans le cas de l'Afrique et qui expliquerait aussi peut-être dans le cas de l'Amérique du Nord, par exemple, pourquoi est-ce qu'on retrouve certaines résistances aussi. Puis moi, je pense qu'il y a deux éléments qui se conjuguent et qui font que ça devient très difficile. Puis je pense que c'est que ça arrive à un constat. Les deux éléments sont les suivants. Le premier, c'est une espèce d'interprétation erronée ou d'extrapolation des résultats de Vygotsky. Vygotsky, lui, ce qu'il a proposé, c'est une théorie de l'apprentissage social, entre autres, du socio-constructivisme, mais qui n'était pas nécessairement situé dans une salle de classe pour Vygotsky. Vygotsky étudiait l'apprentissage de façon générale. Voilà. Le fait qu'on a fait ce saut-là en disant ce que Vygotsky a proposé, il faut l'appliquer dans le contexte de la salle de classe, avec un élément que vous avez mentionné, qui est notre habitude en éducation, puis dans d'autres domaines aussi, de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'on fait table rase de tout ce qu'il y avait avant, il n'y a plus rien qui va. Même le behaviorisme n'était pas rendu considéré comme inefficace, c'était moralement répréhensible, à la limite. Le cognitivisme, le constructivisme, bon, à la limite, on tassait ça. Puis, il fallait que tout soit socio-constructiviste. Le problème avec ça, je pense, c'est qu'il y avait des aspects, entre autres, du cognitivisme qui n'étaient pas complètement... du constructivisme qui n'était pas complètement erroné, dans le sens que d'essayer de faire du socio-constructivisme dans une classe, en utilisant des outils comme la pédagogie de la découverte, etc., je pense que les enseignants se rendent vite compte que ça ne fonctionne pas. Parce que pour pouvoir
arriver aux compétences, aux objectifs, dans ce cas-ci, les compétences à atteindre, le temps qui serait requis pour partir de zéro puis arriver à découvrir, en se jasant entre pairs, les règles de la factorisation des polynômes, par exemple, ça prendrait combien d'années? Il faut qu'il le fasse dans quelques semaines parce que c'est au programme pour quelques semaines. On a oublié le fait que la transmission de connaissances, c'est pas nécessairement moralement mal. C'est que ça ne peut pas être que ça. Mais avec le fait qu'on a fait table rase, souvent, c'est qu'on oublie que pour pouvoir évoluer dans une atmosphère socio-constructiviste, les apprenants doivent avoir une base de connaissances sur laquelle construire. Et cette base-là, parfois, j'ai l'impression que les programmes ne la donnent pas. Ou qu'on essaie de leur faire découvrir, puis les enseignants, tout simplement, se frustrent parce que ça ne va pas assez vite, finissent par la mettre de côté et expliquer. Et tout ça est basé sur une interprétation, on a dit erronée, de jusqu'où est-ce qu'on peut amener les théories de Vygotsky au niveau de l'apprentissage. J'ai parlé longtemps, j'avais dit que je donnais la place à Jean ensuite, puis après ça à John Bond. Moi, j'aimerais ça quitter un petit peu le domaine de la pédagogie, puis peut-être essayer d'amener le débat au niveau philosophique, politique, économique. Vous avez parlé tantôt de savoir, de savoir-faire, puis de savoir-être. Vous avez fait appel à Bloom avec sa typologie, sa taxonomie pour la pédagogie par objectif, qui était vraiment liée au niveau des savoirs. Il y avait d'autres typologies ou d'autres taxonomies pour les savoir-faire et les savoir-être. Aujourd'hui, on utilise du langage différent. On ne parle plus de savoir, savoir-faire, savoir-être, mais de connaissances, de compétences ou d'éthique, de morale. Et puis là, je ne sais pas si vous sentez qu'il y a un genre de glissement qui se produit actuellement, c'est qu'on parle moins de savoir, de connaissances, puis on parle plus de compétences puis de savoir-faire. Ça, cette partie-là était reléguée à l'industrie auparavant. C'est l'industrie qui assumait cette responsabilité-là. Maintenant, on se rend compte de plus en plus que c'est à l'école de voir aux compétences, aux connaissances, aux compétences et au savoir-faire. Vous ne trouvez pas qu'il y a un glissement, puis qu'on est en train de faire entrer un petit peu dans les écoles, dans le système d'éducation, l'entreprise privée, qui va dicter un petit peu les savoir-faire à acquérir auprès de nos étudiants? Comment les directions d'école vont-elles conjuguer là-dedans? Oui, effectivement, j'ai trouvé cette influence, disons, du monde de l'entreprise par rapport aux apprentissages. Mais si on d'après les lectures faites, j'ai constaté que cela, ce n'est pas directement l'industrie qui influence directement le système éducatif ou le contexte social, mais ça passe à travers les ministères. Parce que le ministère, c'est le représentant du gouvernement qui se fait comme étant le représentant social. Donc ce qui fait que le ministère aussi, lui, il est influencé par l'entreprise. Donc ce qui fait que les entreprises, ou bien le monde, disons, de l'économie, ce sont eux qui détiennent la force sociale, c'est l'économie. Et l'économie, ça provient du milieu de l'entreprise. Et donc le milieu d'entreprise qui a besoin à des personnes compétentes a influencé les gouvernements. Et les gouvernements, convaincus de l'importance d'avoir des personnes compétentes partout dans les domaines, que ce soit en éducation, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'agronomie, eh bien, il a été obligé de se plier devant les maîtres de l'économie, transformer cela tout en compétences. Donc, ce qui fait qu'ils exigent alors que tous les programmes qui sont élaborés, parce que ce sont eux qui vont mener, qui vont, disons, imposer les lignes de faire au niveau du système éducatif. Donc, ce qui fait qu'ils transforment déjà tout ce qui a été, par exemple, savoir, connaissance, etc., et puis ça devient en termes de compétences. Donc,
À mon avis, c'est une influence de l'économie qui s'est transférée au niveau, des politiques. Et les politiques, à travers le ministère de l'Éducation, ils ont influencé les écoles, et les écoles sont obligées de répondre aux besoins des ministères de l'Éducation, et d'où la transformation de tout ce qui est savoir, de tout ce qui est connaissance en compétences pour répondre à ce monde-là. Donc c'est ça, ce que me disent les lectures que j'ai faites par rapport à ça. En réalité, c'était à peu près la même préoccupation que j'avais, c'est-à-dire que j'étais en train de me demander si on n'est pas, en fait, que l'école n'est pas en train d'être victime de la pression de la nécessité pour les entreprises d'être rentables. Et que cette nécessité pour les entreprises d'être rentables avait pour conséquence justement un appauvrissement des savoirs savants au profit des savoirs qui ne peuvent être que significatifs dans le cadre de l'exercice d'un métier ou bien d'un travail. Donc c'est presque dans le même ordre d'idée. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, moi aussi, je me suis posé la question parce que je me suis dit que j'ai constaté que c'est comme si les pédagogues ou bien l'école elle-même, elle est prise en otage. Hein. C'est ça ce que j'ai dit. C'est comme si on est pris en otage par les politiques. Parce que ce n'est pas le pédagogue, ce n'est pas, disons, le didacticien qui voit qu'on a une nécessité de changer un tel concept en tel concept ou une telle pratique en telle pratique parce qu'il y a une nécessité pédagogique, mais c'est une influence qui provient de l'extérieur. Donc, ce qui fait que, à partir de cela, je me suis dit, comme si le système est pris en otage, donc, par contre, auparavant, je dirais peut-être, je constatais que le fait de passer des différentes théories, ça a été vraiment un phénomène qui était purement scolaire des psychologues et puis des pédagogues qui voient que vraiment il y a des études qui sont faites, qui voyaient vraiment la nécessité de changer d'un paradigme ou d'une théorie à une autre à partir de vécu, à partir des études, à partir des recherches qui sont faites. Mais maintenant, c'est peut-être l'inverse. C'est la politique qui dit qu'allez-y faire une recherche sur tel pour nous ramener telle chose. Vous voyez ça? Donc je vois comme si on est dans l'inverse. Comme si la politique nous dit que allez-vous en tant qu'étudiant, en tant que spécialiste en éducation, vous allez nous faire une recherche sur l'approche par compétence, et puis parce que nous voulons développer cette approche. Donc ce qui fait que ce n'est pas du tout une nécessité pédagogique, mais c'est une nécessité politique pour répondre à un besoin social peut-être. J'irais même poursuivre avec ce que vous venez de dire, les deux dernières interventions, en lien avec ce que Denis disait tout à l'heure. Dans le cas des pays africains, cette influence-là ne peut même pas venir, non pas seulement des politiciens ou de l'industrie à l'intérieur du pays, mais provenir des exigences d'une économie qui est imposée de l'extérieur. Des puissances occidentales qui sont celles généralement qui gèrent les organismes d'aide et qui, eux, mettent leurs paramètres en termes de dire, OK, on vous donne l'argent si vous faites ceci. Effectivement. En termes de prise d'otage, c'est même... Et c'est ça, effectivement, ce que j'avais souligné au début par l'UNICEF. L'UNICEF dit que moi, nous allons financer le système, mais à condition que vous mettiez l'approche par compétence. Donc, mais si vous adoptez une autre approche, eh bien, nous, on n'est pas prêts à financer les ouvrages. Donc, on va les financer, mais dans un cadre d'APC. Eh bien, même que vous compreniez ou pas, mais on se lance. Et que ce soit faisable ou pas, dans les classes de même si ça ne reprend pas la réalité du pays. Voilà, c'est à se demander si ça ne croit pas non plus l'écart entre les richesses et la pauvreté. Parce que vous l'avez mentionné tantôt, pour mettre en œuvre la pédagogie par projet, il faut des matériaux. Il faut du matériel. Les pays riches qui ont le matériel, ça va, mais les pays pauvres qui n'en ont pas. Nous, on a une approche entrepreneuriale ici au Nouveau-Brunswick. Les écoles qui sont capables d'avoir des industries autour d'elles, puis financer leur projet entrepreneurial, ça va. Mais la petite école, elle, qui est perdue là, dans le coin du nord, là, là, on n'a plus d'entreprise autour de l'école. S'il n'y a pas de... Une dernière intervention officielle, puis après on pourra clore la partie officielle de la causerie midi. Mais ceux qui veulent continuer la discussion, vous êtes les bienvenus. Donc je vous laisse la parole.
par exemple, chez moi, on est devenu membre des... C'est Cap Vert, hein? Désolé. OMS. OMS. Désolé, OMC, Organisation mondiale du commerce. Oui. Il y a l'accord des agences, je pense, Agence générale des services et commerce, où maintenant l'éducation est considérée comme l'éducation comme service, est considérée genre un domaine commercial. Un business. Et ça exige par exemple la décentralisation des services éducatifs. Et la décentralisation, le but de la décentralisation, c'est quoi? C'est donner la liberté, ou donner l'espace, ouvrir les portes pour que les entreprises ou d'autres partenariats entrent dans le système scolaire. Oui, c'est ça. Ils permettent à des compagnies comme Pearson Éducation, finalement, d'arriver, d'aller faire des affaires et des profits au Cap-Vert, au détriment parfois de l'éducation publique. Parce que le financement, les gens qui finançaient le système public avant ou des écoles privées locales, maintenant vont payer pour envoyer leurs enfants à l'école privée qui a été ouverte par telle université. C'est effectivement un problème. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je remercie ICACA pour sa présentation qui a mené à une discussion qui pourrait se poursuivre pendant des heures, je pense. Notre prochaine causerie